Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. Bonjour, je suis Georges Caudron, mais je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers, la vérité est ailleurs. Dans la dernière partie de notre décryptage de la mythologie de The X-Files, nous avons abordé les événements qui se sont déroulés durant les 2 premières saisons. Voici à présent les explications de tout ce qui s'est passé entre les saisons 3 et 6. Le docteur japonais Takeo Ishimaru fut au cours de la Seconde Guerre mondiale le directeur de la terrible unité 731. L'importation de ce criminel de guerre aux États-Unis fut autorisée dans le cadre des accords secrets Paperclip. Ainsi, en échange d'une immunité totale, Ishimaru consentit à mettre à la disposition du Department of Defense tout le savoir qu'il avait acquis sur l'immunologie dans les camps de la mort nippons. Sous l'identité de Shiro Zama, il travailla pour le gouvernement puis pour le syndicat au centre de recherche sur la maladie de Hansen, une léproserie située à Perkey en Virginie occidentale. Ce lieu sinistre était en réalité une couverture pour les laboratoires du Purity Control où l'on pouvait aisément faire passer les mutations physiques liées à la thérapie génique pour les symptômes de la lèpre. En décembre 1995, Shiro Zama faisait une découverte capitale. Son traitement de choc au rayon avait fini par créer le premier hybride par thérapie génique immunisé contre tous les agents pathogènes connus. En bon patriote, il voulut que son pays d'origine profite de cette découverte. Dès lors, il prit contact avec Kazuo Takeo, un diplomate de l'ambassade du Japon à Washington, qui se chargea d'organiser son rapatriement ainsi que celui de sa créature. Malheureusement, tous furent trahis par un autre diplomate japonais, membre, lui, du syndicat. Une fois de plus, pour éviter que le calendrier ne s'accélère, la conspiration avait pris la décision d'éliminer Ishimaru et son hybride. Peu avant sa mort, Kazuo Takeo menait une enquête sur le Mutual UFO Network, dont les membres avaient été enlevés et implantés. Ce diplomate avait également été en mesure d'identifier et de localiser le Talapus comme étant le remorqueur de haute mer qui avait repêché l'épave d'un ovni au fond du Pacifique. Mais toutes ces informations ont été perdues pour le gouvernement japonais quand l'homme aux cheveux rouges joua de sa corde à piano. L'agent spécial Fox Mulder, guidé par Jeremiah Smith, découvrait en mai 1996 une petite exploitation agricole dans une province canadienne. Là, une main-d'œuvre agraire formée de jeunes clones hybrides de Samantha Mulder et de Kurt Crawford cultivait un ginseng transgénique. La plante était en mesure de porter dans son pollen une souche nouvelle et particulièrement virulente du virus de la variole. Un pollen qui permettrait à terme de nourrir et de faire croître une colonie d'abeilles africanisées. L'une des missions du syndicat était en effet de développer un vecteur de propagation des virus à l'échelle planétaire. Pour atteindre ce but, il s'intéressa en premier lieu à des insectes tels que Fasciphaga emasculata, avant de finalement jeter son dévolu sur les abeilles. Par leur piqûre, celles-ci inoculent déjà le virus de la variole, comme en témoigne le ballon d'essai qui fut lâché sur l'école élémentaire JFK à Payson, en Caroline du Sud. Le 22 décembre 2012, c'est à l'humanité tout entière que ces abeilles inoculeront le virus de l'huile noire qui leur aura été transmis par le pollen d'un maïs transgénique. D'autres fermes de ce genre sont disséminées aux 4 coins du globe. Si la variole a été le virus retenu pour les phases de test, c'est uniquement dans un souci de réalisme. En effet, la maladie a été éradiquée de la planète à la fin des années 1970. Et aujourd'hui, de nombreux docteurs, dont Bonita Carneser, de l'Organisation mondiale de la santé, militent activement pour la destruction des vaccins et des dernières souches du virus encore détenues aux États-Unis et en ex-URSS. Sa véritable nature est longtemps restée mystérieuse. Beaucoup ont cru que Jeremiah Smith était un colonisateur extraterrestre qui était entré en dissidence contre les siens, à l'instar de Josh Exley en 1947. Or, il n'en est rien. Le guérisseur aux allures christiques n'est qu'un clone hybride, tout comme les Grégor. Il diffère d'eux néanmoins sur un point. Jeremiah Smith est un clone hybride parfait, doué des facultés de healing et de morphing. Il est ce à quoi le syndicat souhaiterait aboutir grâce à la thérapie génique.
Alexandre Krytchek et Marita Kovarobias sont des agents doubles originaires de Russie qui évoluent dans les hautes sphères du gouvernement américain et du syndicat. Grâce à eux, les officiels russes ont depuis plusieurs années une bonne connaissance des tenants et aboutissants de la conspiration. Cette connaissance leur permettra de sceller une alliance avec les représentants d'une race extraterrestre opposée aux gris et à la colonisation. Dans les années 1980, des géologues russes découvraient dans une forêt de Sibérie orientale les fragments du bolide martien qui provoqua le cataclysme de Tunguska en 1908. Les analyses allaient révéler que ces morceaux portaient dans leur cœur un organisme extraterrestre pétrolifère. Les Russes, comprenant immédiatement la portée de leur découverte, installèrent dans un goulag le centre névralgique de leur lutte antivirale. Il est important de noter que la Russie dispose des plus grands gisements de magnétite de la planète. L'huile noire de Tunguska a été altérée par la magnétite présente sur le site, ce qui l'a rendue totalement amorphe et stérile. Une aubaine pour les Russes qui ont pu expérimenter sur elle d'autant plus facilement. Après avoir sacrifié des centaines de cobayes, ils étaient parvenus à produire la première mouture d'un vaccin. Les Tungus ont été très probablement à l'origine de cette avancée. En effet, lorsque leur immunité génétique face à l'huile noire fut décelée, les virologues du goulag ont pu dès lors synthétiser les anticorps de ces Indiens. Le syndicat, qui n'avait pas accès à l'huile noire à cette époque, dut mobiliser plusieurs diplomates russes et américains, membres de la conspiration, pour dérober les échantillons de roches sur le site de Tunguska, et ce, à l'insu du gouvernement russe. La contrebande permettait ainsi au docteur Bonita Karntser de mener des essais au sein d'Arrow, sa chaîne de maisons de convalescence. Plusieurs retraités ont ainsi été exposés à l'huile noire, puis soignés avec un traitement expérimental aux bienfaits des plus limités, puisqu'il ne permettait que d'abolir le coma provoqué par le virus. Les Russes vont malheureusement découvrir cette contrebande et Alex Krytchek, revenu au pays peu après l'affaire de la cassette numérique, sera chargé de la destruction pure et simple de toute l'expérience américaine. Pour cela, il mettra Mulder sur l'affaire, car ce dernier peut être le grain de sable qui fera sauter les rouages de la conspiration et permettra d'exposer les membres du syndicat. Mais aux grandes dames de Krytchek, l'agent du FBI préférera poursuivre son enquête en Russie. Contraint de l'escorter, Krytchek réactivera Vassili Peskov, un agent du KGB à la retraite, pour qu'il achève sa mission. Dès leur arrivée à Tunguska, les deux hommes sont capturés et incarcérés. Krytchek, qui n'a pas été reconnu par les gardiens, sera finalement libéré suite à une entrevue avec le directeur du goulag, qui n'est autre que son père adoptif. Mulder est quant à lui exposé au cancer noir. Si la mouture du vaccin que Mulder a reçu était suffisamment efficace pour lui sauver la vie, elle était encore bien imparfaite. Ce n'est qu'en 1997 que les Russes mettront au point un traitement efficace, mais n'immunisant pas l'homme contre l'huile noire de manière totale et définitive, d'où l'expression de vaccin atténué. Les différents clones de Jeremiah Smith, infiltrés dans l'administration de l'aide sociale, étaient employés à une tâche bien ingrate. En effet, ils devaient réaliser un archivage informatique de toutes les inoculations du vaccin antivariolique opéré sur la population américaine depuis 1950. Ces fichiers, dits CEP, étaient le pendant électronique des dossiers enterrés dans la mine Strughold en Virginie occidentale. Le catalogage fut élaboré sur une infinité de variations opérées sur la protéine du cowpox qui a immunisé les hommes contre la variole. Que ce soit en Russie ou aux États-Unis, cet inventaire est étroitement lié à la recherche antivirale et aux travaux d'hybridation. En relevant le numéro de série des cobayes sur la cicatrice de leur vaccination, il est possible de situer les résultats des expériences passées et de saisir les résultats des expériences futures. C'est pour échapper aux expositions à l'huile noire que plusieurs hommes de la région de Tunguska se sont mutilés le bras gauche. Lorsqu'il croisera ces mêmes hommes, Krytchek sera bien mal inspiré de se faire passer pour un évadé du goulag. Ces aliens appartiennent à la race des métamorphes et sont les uniques survivants d'une colonisation qui s'est déroulée sur une planète lointaine. Ces miraculés, pour se protéger de l'huile noire, ont développé une protection très efficace en scellant les orifices de leur visage, raison pour laquelle ces extraterrestres sont aussi appelés parfois rebelles sans visage. Pour lutter contre les projets d'expansion des gris dont l'huile noire est la force vitale, ces rebelles sans visage ont constitué une milice qui débarqua sur Terre en mars 1998. Après avoir réussi à prendre le contrôle du satellite communiquant avec les implants des cobayes du projet, les rebelles déclenchèrent des réunions en masse qui se soldèrent par des incinérations collectives. Cette déclaration de guerre contre le syndicat et les gris devait porter un brutal coup d'arrêt aux préparatifs de la colonisation. En effet, les rebelles ont tenté de détruire ce vivier de futurs esclaves que le projet avait mis 25 années à constituer.
D'ailleurs, les chasseurs de primes extraterrestres qui tentent de stopper l'action des rebelles sont eux aussi des représentants de cette race. Créés par clonage, infectés et possédés par l'huile noire dès leur naissance, ils n'ont jamais été libres. Aujourd'hui, ils forment la police du projet et sont l'ultime recours des gris lors des situations de crise sur Terre. Cet immense vaisseau extraterrestre, dissimulé sous la calotte polaire en terre de Wilkes, est présent sur notre planète depuis des dizaines de milliers d'années. En 1973, son existence fut révélée au syndicat par les colons extraterrestres qui exigèrent des conspirateurs une livraison périodique d'humains dont on leur spécifia qu'ils ne seraient jamais rendus. Ces enlèvements étaient perpétrés depuis des millénaires par les gris, comme l'attestent les hommes de Néandertal encore prisonniers des chambres de cryoconservation du vaisseau. Le syndicat n'a jamais été autorisé à pénétrer le vaisseau et ignore donc de ce fait que le repeuplement spontané de la planète a commencé. Véritable filiale du syndicat, cette société basée à Phoenix en Arizona est spécialisée dans les biotechnologies. Composante clé du programme de désinformation, Rouge Technologies fabrique ces indices biologiques factices ou chimères, mis en scène dans les projets secrets de la Defense Advanced Research Project Agency. Elle gère également la rémunération d'agents doubles tels que Scott Blevins au FBI ou Michael Critchlow à la Défense. Rouge Technologies est sous-traitant sur le programme de lutte antivirale. La société mène une étude sur l'huile noire retrouvée à Blackwood, au Texas, avec pour mission principale la mise au point d'un vaccin qui immunisera les hommes de manière totale et définitive sur la base du traitement volé aux Russes par Krytchek. Les colons extraterrestres savaient que Cassandra Spender était le cobaye avec lequel ils avaient le plus de chances de voir aboutir la thérapie génique. C'est pourquoi ils la protégèrent en priorité lorsque les rebelles sans visage attaquèrent les cobayes du projet. Une année s'est écoulée lorsqu'elle réapparaît dans un wagon gouvernemental. Les tests d'hybridation n'ont pas cessé et ont même abouti sous la direction du docteur Eugene Openshaw. Après 25 années de travail, Cassandra était devenue le premier hybride parfait par thérapie génique. Tout comme son modèle, le clone Jeremiah Smith, elle était désormais capable de guérir ses blessures. Les rebelles sans visage choisiront ce moment précis pour attaquer de nouveau le projet. Dans toute l'Amérique, les équipes entières de généticiens travaillant sur le Purity Control seront incinérées. Devant la pression des rebelles, les conspirateurs tenteront de livrer Cassandra aux colons extraterrestres, scellant du même coup le sort de l'humanité au profit d'un asile. Réunis sur la base aérienne d'El Rico, les membres du syndicat et leurs familles tomberont finalement dans une embuscade alors qu'ils attendaient d'être emmenés pour les opérations d'hybridation. Seuls Diana Foley et CJB Spender échapperont au carnage. Quant à Krytchek, qui collaborait secrètement avec les rebelles, il se fera dérober par ces derniers le fœtus extraterrestre. Le projet est mort. Rendez-vous pour notre prochaine vidéo qui sera l'avant-dernière partie de notre décryptage de la mythologie de The X-Files, où nous aborderons les événements des saisons 7 et 8. En attendant, surtout ne faites confiance à personne.